Moi, je suis le docteur Laure Brignon, je suis psychiatre spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire sur Esquirol. Donc, on est plusieurs intervenants aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, on va commencer par les petites définitions des troubles du comportement alimentaire. Allez, je vous mets en mode, je partage mon écran. Ok, donc on va commencer par l'anorexie. Donc, l'anorexie, les principaux symptômes de l'anorexie, donc principalement la lutte active contre la faim dans la volonté d'obtenir et maintenir un poids minimal, euh, la dénutrition avec un IMC inférieur à 18,5 et les stratégies de contrôle de poids que l'on va retrouver chez les patients. Donc, ça peut être la restriction alimentaire, l'hyperactivité, l'exposition au froid. On a principalement ces grands symptômes-là. Après, on a tout le cortège de signes physiques qui va avec la dénutrition. On a tout le cortège de signes psychiques qui va avec la dénutrition aussi, tout en sachant qu'on va avoir des troubles cognitifs en dessous d'un IMC de 16. Donc, ça, c'était les grands symptômes pour l'anorexie. Dans la boulimie, pour reconnaître la boulimie, on va avoir donc des crises de boulimie qui sont des épisodes de surcompensation, de surconsommation alimentaire incontrôlable, bien supérieure à ce que les personnes normales vont pouvoir, les personnes normales, les personnes sans trouble vont pouvoir consommer. Il faut qu'on ait, alors c'est une crise de boulimie au moins une fois par semaine et non pas deux fois, petite coquille au moins une fois par semaine pendant 3 mois et surtout avoir des comportements compensatoires inappropriés tels que, alors ça peut être soit les vomissements, soit les laxatifs, le jeûne, l'exercice physique, euh, le poids est normal le plus souvent du fait justement des comportements compensatoires inappropriés. Euh, Vous pouvez, si vous avez des questions au fur et à mesure, les poser dans le chat. J'y répondrai à la fin de mon intervention. Ok. Donc après, à côté de l'anorexie et de la boulimie, nous avons les TCA atypiques. Donc là, je vous ai mis un petit peu ce qu'on peut rencontrer. Je vais surtout faire insister sur les accès hyperphagiques, qui sont finalement des crises de boulimie sans comportement compensatoire, ce qu'on va surtout rencontrer chez les personnes obèses. On va avoir aussi le petit nouveau, l'orthorexie, qui n'est pas encore dans nos manuels de diagnostic, dans le DSM, mais qui est vraiment une entité clinique à part entière, qui est finalement l'obsession de manger sain et qui a des symptômes communs à l'anorexie et au TOC. Donc après, on a l'alimentation restrictive qu'on va voir surtout chez les enfants, puis les TCA non spécifiés qui vont être en général des TCA qui n'ont infracliniques, c'est-à-dire qui n'ont pas tous les symptômes du DSM. On peut avoir aussi des TCA secondaires. Qu'est-ce qu'on appelle TCA secondaires? Ça va être des TCA qui sont secondaires d'une part à une pathologie psychiatrique. Ça va être par exemple un TCA secondaire à une dépression. On a régulièrement des demandes pour des gens qui ne mangent plus alors que, en fait, ils mangent plus parce qu'ils sont bien dépressifs. La perte d'appétit étant un des symptômes de la dépression. On peut avoir aussi des TCA secondaires à un épisode maniaque, avec des gens qui finalement vont tellement être excités, logoréiques, qu'ils ne vont plus du tout pouvoir manger. On peut aussi avoir des TCA, des troubles alimentaires dans les épisodes psychotiques, avec des gens qui vont être délirants, qui vont avoir des délires d'empoisonnement. Et puis aussi, on a tous les TCA secondaires à des pathologies physiques, des pathologies somatiques qui nécessitent en fait un régime, notamment les personnes qui souffrent de diabète de type 1, les personnes qui souffrent de maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, ce qui m'amène sur ce point-là à souligner l'importance finalement d'une diète flexible chez ces patients, parce que c'est ce qui va
c'est la rigidité des régimes qui finalement majore le risque de troubles du comportement alimentaire. Donc, dans les conséquences des TCA, donc là j'ai rassemblé l'ensemble des conséquences qu'on peut rencontrer. Donc, ce qu'on retrouve surtout, donc on a les troubles ioniques. Je vous ai surligné les, les troubles qui étaient soit les plus fréquents, soit les plus graves. Donc, le plus fréquent, surtout, l'hypokaliémie. C'est ce qu'on va rechercher le plus, en particulier chez les personnes qui se font vomir, en particulier quand elles sont dénutries. Euh, Ça, vraiment le principal problème qu'on va surveiller d'assez près. Après, l'hypokaliémie est un peu reste fugace, donc elle se voit pas forcément finalement au bilan bio. Donc nous, c'est vrai qu'on a là quand même la supplémentation en potassium assez facile à partir du moment où, bah oui, vomissent et surtout quand surtout quand les patients sont dénutris. Évidemment, on a l'érosion dentaire. Euh, c'est vrai qu'il faut pouvoir pousser les gens à consulter le dentiste, ce qu'ils ne pensent pas forcément à faire, et les sensibiliser au fait que bah, les vomissements vont abîmer l'émail des dents et qu'il faut éviter de trop insister dessus avec la brosse à dents. Euh, Moi, ce que je préconise en général, c'est un rinçage à l'eau 10-15 minutes après les vomissements et un brossage de dents par jour pour éviter de trop abîmer l'émail et favoriser des pathologies dentaires. Par ailleurs, on a également la réduction du volume cérébral, les troubles cognitifs en tout genre, les troubles psychiques, la dépression, les idées suicidaires, mais on a aussi parfois des troubles d'ordre psychotique avec voire des idées délirantes euh, qui sont secondaires à la dénutrition. Puis nous avons les troubles du rythme cardiaque qui vont être majorés par les traitements et l'hypocalémie. Donc les traitements, tous les traitements qui peuvent causer des troubles du rythme, c'est vrai que nous, on les évite. Donc tous les traitements qui vont allonger les QT, notamment les psychotropes. Donc c'est vrai que les psychotropes, on les met vraiment avec précaution chez ces patients-là. Puis le risque d'ostéoporose à partir de 6 mois d'aménorrhée. Euh, donc voilà pour ma partie. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Désolée, hein, c'est les premiers réglages. Bon, et pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc je vais peut-être passer la suite à mon collègue, le docteur Sazra. Hop, oui. Bien, bonjour à tous, hein. Donc moi, je vais essayer de parler quand même des grands principes de la prise en charge des TCA. Tout à l'heure, vous aurez d'autres intervenants, puis Laure a commencé à vous évoquer quelques grands principes, mais je vais essayer de les préciser. Donc, vraiment, un des grands principes qu'il faut garder en tête, c'est cette multidisciplinarité. La prise en charge par un seul intervenant peut être extrêmement compliquée. Et donc, garder en tête effectivement le fait qu'il faut plusieurs intervenants et deux grands versants, d'un côté nutritionnel somatique et de l'autre côté psy, hein, en gros. Plutôt un intervenant coordonnateur pour augmenter la cohérence et la continuité. Et quelque chose qui est très très important, ça reste tout le temps l'alliance thérapeutique avec des objectifs fixés en commun qui pourront être remaniés, d'où l'importance de l'approche motivationnelle de façon générale. Quand l'alliance thérapeutique est brisée, ça va être très compliqué de prendre en charge un patient ou une patiente. Donc gardez ça en tête. Les divers modes de prise en charge. On a eu souvent en tête l'hospitalisation complète. Mais l'hospitalisation complète, ce n'est qu'un des aspects. Inutile d'envoyer en hospitalisation des gens qui n'en relèvent pas. Ça sera totalement contre-productif. Donc de l'ambulatoire, de l'hôpital de jour,
L'hospitalisation complète, elle est à réserver aux cas les plus sévères. Et aujourd'hui, nous avons développé un peu partout ce qu'on appelle les hospitalisations séquentielles, c'est-à-dire que c'est un accompagnement avec des hospitalisations dont la fréquence va être à déterminer au fur et à mesure. Alors, il y a environ 5 ans ont été déterminés par l'HAS un certain nombre d'indications à l'hospitalisation. Alors, je vais les parcourir. Ça ne donne qu'une idée. Ils étaient un petit peu rigoureux, je veux dire, et il va falloir s'en servir que comme une idée. Alors, quand est-ce qu'il faut il faut plutôt hospitaliser? Eh bien, quand vous avez quelqu'un qui perd du poids très rapidement sur les derniers temps, quand vous n'avez pas eu de résultats en ambulatoire, quand quelqu'un a des vomissements qui sont dangereux. Ça, c'est les critères un petit peu du passé récent ou du passé lointain que présente le patient. Puis les critères cliniques. Alors, ils avaient dit l'IMC inférieur à 14, sachant que quand même, nous pouvons aujourd'hui prendre en ambulatoire, si l'état n'est pas trop dramatique, ce type d'IMC. Il est évident qu'à un moment donné, la question va se poser. Les hypothermies, des bradycardies inférieures à 40, l'hypotension, c'est ce qui avait été défini, sachant que beaucoup de nos patientes ont ces critères sans qu'on les hospitalise. Des critères paracliniques. Alors effectivement, des anomalies à l'ECG, des hypoglycémies, des cytolyses hépatiques importantes, la neutropénie inférieure à 500, on voit la clearance de la créatinine avec une grosse atteinte de la fonction rénale, et comme a dit Laure il y a un instant, des hypokaliémies, mais si on hospitalisait toutes les hypokaliémies inférieures à 3, on aurait quand même beaucoup de lits à ouvrir, hein. C'était dans les recos, hein, c'est à voir comment c'est toléré, la répétition, si on peut le juguler avec des prises de potassium de diffucal extérieur. Le risque suicidaire, alors ça évidemment c'est un critère psychiatrique, avec un risque suicidaire élevé, l'hospitalisation s'impose. Des automutilations répétées, et puis des comorbidités qui décompensent, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des troubles bipolaires et un trouble des conduites alimentaires, c'est même assez fréquent, et vous avez quelqu'un qui décompense son trouble psychiatrique, évidemment, on va rentrer dans une indication d'hospitalisation. Des schizophrènes, on peut être schizophrène et souffrir d'anorexie ou de boulimie. Donc là aussi, si la schizophrénie s'aggrave, il faudra hospitaliser. Les conflits familiaux, l'absence, l'épuisement des familles sont parfois des critères d'hospitalisation, un petit peu de recours, on va dire, par défaut. Quant à la boulimie, on retrouve l'échec du traitement ambulatoire, l'état de mal boulimique avec beaucoup de crises, hein, des crises quotidiennes, répétées, des vomissements systématiques, spontanés, qui se répètent, avec un épuisement physiologique et psychique. Des conséquences somatiques des conduites de purge, donc on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, Laure Brignon a abordé un petit peu le sujet, hein, avec les hypocalémies, bien entendu. Les états dépressifs sévères aussi sont assez fréquents. La place des psychotropes. Donc, je vais revenir un petit peu à ce qui a été dit. Nos psychotropes, a priori. Il ne faut pas, c'est vraiment si vous avez quelque chose à retenir, il faut retenir votre stylo si vous êtes médecin, ne pas prescrire de psychotropes. Pas de traitement psychotrope dans l'anorexie. C'est avant tout un accompagnement nutritionnel, psychothérapique et corporel qui est indiqué. Et il faut voir les séquences de ces moments où on va effectivement aborder avec ces diverses méthodes. Alors, le traitement des psychotropes, je vais, toute règle a ses exceptions, évidemment, si vous avez affaire à un trouble bipolaire grave, décompensé, qui est avéré, ou une schizophrénie grave et avérée, il va bien falloir effectivement traiter tout en faisant attention que ce soit toléré sur le plan somatique, en termes de dose et en termes de produits. La fluoxétine dans la boulimie. Alors, la boulimie, c'est pas la même chose. La boulimie, nous avons des médicaments dont un à l'AMM, c'est-à-dire la fluoxétine, à la dose de 60 mg par jour. Les autres ISRS fonctionnent, mais c'est le seul qui a l'AMM. Je rappellerai que la fluoxétine, c'est pas quelque chose de miraculeux, c'est-à-dire que ça peut fonctionner dans un pourcentage de cas, pas chez tout le monde, et ça va pas fonctionner tout le temps si la personne continue à se dénutrir, à se faire vomir, etc. Ça va demander un travail psychologique. Et la TCC, aujourd'hui la thérapie cognitivo-comportementale, est en tête de gondole, j'oserais dire, dans les indications et dans l'efficacité. Bien, donc tout à l'heure, ça va être Pierre Jésus qui va venir. Donc je vais regarder dans le chat si vous avez des questions. Vous pouvez me montrer un petit peu au niveau du chat. Allez-y.
On j'entends pas. D'accord. Donc, il n'y a pas de questions. Je pense que j'ai été clair et j'ai leur brignon qui me fait deux. J'ai été clair, voilà. Bon, ben, je vais passer la parole au professeur Pierre Jésus, avec qui on travaille, hein, de façon très étroite. Oui, et Pierre. Alors bonjour, allez, je repartage l'écran. Si j'arrive à voir, là voilà la souris. Oui, oui, ok. Non, est-ce que c'est bon, est-ce que ça marche? Parfait. Donc bonjour, moi je suis le professeur Pierre Jésus, je suis médecin nutritionniste, je suis responsable de l'unité de nutrition au CHU à Limoges et j'interviens aussi sur l'unité de prise en charge des troubles du comportement alimentaire sur le CHS Esquirol et donc en travail étroit avec tous mes collègues. Donc moi j'ai abordé un petit peu plus la prise en charge somatique et nutritionnelle et puis la partie diététique sera abordée par ma collègue. Alors, juste un petit mot déjà pour aborder l'impact des TCA sur l'état nutritionnel. Alors, il n'y a pas tous les troubles du comportement alimentaire, des conduites alimentaires sur ce schéma, mais comme vous pouvez le voir, il y a les trois principaux, avec donc l'anorexie mentale, qui aura plutôt comme impact sur le statut nutritionnel un état de dénutrition avec une perte de poids progressive qui peut arriver jusque des états de dénutrition extrêmement sévères, hein, des indices de masse corporelle à 8. La boulimie nerveuse où là, finalement, le diagnostic en se basant sur l'état nutritionnel sera un peu plus compliqué puisque le statut est assez souvent normal mais fluctuant. Les crises de boulimie peuvent être aussi associées à une anorexie mentale où là, on est sur une forme mixte. Et puis finalement, l'hyperphagie boulimique, où il y aura des, euh, des comportements donc compulsifs, des crises de boulimie qui vont avoir un impact sur la prise pondérale, puisque là, il n'y aura pas de compensation. Donc, ce sera plutôt des personnes qui vont prendre du poids, donc un excès pondéral et ou de l'obésité. Je vous ai mis des flèches dans les deux sens parce que les patients et patientes peuvent basculer d'un état à un autre. On a des patients qui sont sur de l'obésité avec l'hyperphagie boulimique et qui basculent jusqu'à de l'anorexie mentale avec des états de dénutrition extrêmement sévères et inversement. Tout cela, quel que soit l'état, vu que le comportement alimentaire est pathologique, c'est pas parce qu'on va faire des crises de boulimie avec un statut nutritionnel normal ou du surpoids et de l'obésité qu'il n'y aura pas de carence. Donc, quel que soit l'état nutritionnel, il peut y avoir des carences en vitamines et oligo-éléments et un impact aussi sur l'état osseux. Alors, en termes d'examen clinique, pour des actifs du patient tombent toujours à côté et souvent surestimés. La variation de poids en pourcentage aussi, c'est extrêmement important, puisque bien sûr, 5 kilos de perdu pour quelqu'un qui fait 100 kilos, 5 kilos de perdu pour quelqu'un qui en fait 30, ce ne sera pas la même incidence. Et puis après, les critères cliniques assez simples, bien sûr, le pouls, la tension, puisque comme vous l'avez pu le voir avec la présentation du docteur Sazra, c'est des critères de gravité d'hospitalisation en fonction de l'évolution du patient, la glycémie capillaire, un électrocardiogramme si, bien sûr, c'est disponible au moment de la consultation, que ce soit en libéral, en médecine générale ou dans un secteur hospitalier. Rechercher des signes de vomissement. Alors, comme cela a été dit précédemment, l'atteinte dentaire, des problèmes de reflux, d'épigastralgie, les ongles qui peuvent être jaunis, des érosions au niveau des doigts, qui peuvent être aussi des signes de vomissement. Les troubles digestifs, ça c'est extrêmement important, la constipation, parce que finalement, c'est des patients, des patientes qui
au niveau digestif qui justifie la diminution des apports, une amélioration du confort digestif, etc. Mais finalement, cette diminution des apports, la dénutrition, va ne faire qu'aggraver le trouble du transit. Des œdèmes des membres inférieurs, ça, on est sur plutôt de la complication. Lorsqu'il y a de l'œdème des membres inférieurs chez un patient avec un trouble du comportement alimentaire, il y aura probablement donc une hypoalbuminémie ou dans un contexte de renutrition inappropriée. Là, on est sur des formes plus sévères. Les carences, avec des signes de carence au niveau des phanères, les pertes capillaires, les ongles striés, cassants, la sécheresse cutanée. Et puis au niveau de la vascularisation, principalement en lien avec la dénutrition, l'acrocyanose, le syndrome de Raynaud, donc des patients et des patientes qui ont les extrémités qui sont froides, cyanosées et qui peuvent être douloureuses. Au niveau biologique, un bilan relativement standard finalement qui permet aussi d'explorer les complications, une numération formule sanguine, un ionogramme avec surtout sur le bilan phosphocalcique et le lien avec l'état osseux, la glycémie à jeun aussi, une albumine, une CRP en critère de gravité. L'albumine, retenez-le, ça c'est extrêmement important, n'est pas un critère diagnostique de dénutrition. Hein. C'est vraiment le poids, l'IMC, la variation de poids qui sont des critères. Plus ou moins un bilan thyroïdien, on peut toujours se dire, et l'éliminer c'est relativement simple, il peut y avoir une dysthyroïdie, par exemple un hypothyroïdie. Là, il y a juste les trois, c'est de l'adaptation physiologique, hein, tout simplement. Une ostéodensitométrie, donc 6 mois après l'aménorrhée, puis tous les 2 ans, hein, vraiment extrêmement important, que ce soit dans le cadre de l'anorexie, de la boulimie et même aussi de l'hyperphagie boulimique. Et plus ou moins une fibroscopie œsogastro-duodénale, surtout chez les personnes qui ont des vomissements, puisqu'il peut y avoir des atteintes digestives avec des œsophagites assez sévères. Alors, en termes de prise en charge nutritionnelle et diététique, voilà quelques cibles hein, finalement avec l'indice de masse corporelle. Si on est sur un indice de masse corporelle dans une zone de normal, hein, je vous ai mis 19 mais 18,5 à 14, on va être finalement de dénutrition extrêmement importante et puis une réalimentation orale. De 14 à 13, plutôt secteur d'hospitalisation, secteur psychiatrique, réalimentation orale. Lorsque la corpulence de la personne s'aggrave, donc 13, 11 indices de masse corporelle, on est plutôt sur une hospitalisation au secteur de médecine, avec là une réalimentation orale prudente, plus ou moins une nutrition artificielle par voie entérale hein, sur sonde nasogastrique. Et en dessous de 11 ou moins, là on est sur un secteur d'hospitalisation en médecine plutôt aigu, hein, des soins continus, plus ou moins de la réanimation en fonction de l'état et des complications de la patiente et du patient. Et là on bascule plutôt sur une nutrition entérale exclusive, vraiment très prudente. En termes de prise en charge, donc initialement, comme je vous l'ai dit, en externe, hein, si on a sur un indice de masse corporelle au-dessus de 14, l'objectif premier, c'est vraiment arrêter la perte de poids. C'est vraiment l'objectif à fixer aux patients et aux patientes. Qu'ils se fixent hein, aussi des objectifs de poids réalisables, atteignables. Hein, ça sert à rien de fixer des objectifs qu'ils ne pourront pas atteindre, avec une prise de poids d'environ 500 grammes à 1 kg par mois, ce qu'on voit rarement. Je vous avoue, les 1 kg par mois en libéral ou en hospitalisation, on est déjà satisfait quand on est sur du 250 grammes par semaine. Le travail de rediversification de l'alimentation va être abordé avec ma collègue diététicienne. Les repas thérapeutiques, extrêmement importants. Travailler voilà, sur vraiment cette approche auprès de l'alimentation. Les compléments nutritionnels oraux. Et donc, bien sûr, qui fait peur à la maladie. En hospitalisation, cela peut être plus facilement, on va dire, négocié. Et puis, bien sûr, si on est en difficulté, on peut basculer sur une nutrition entérale sur sonde nasogastrique,
sur des IMC en dessous de 11 ou en cas de complications ou aussi en cas de stagnation pondérale. Alors, un point important, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la nutrition entérale. On ne dit jamais à un patient qui a un trouble des conduites alimentaires que on fait du gavage. Hein. C'est de la nutrition artificielle, c'est de la nutrition entérale, c'est pour pallier ceux qui ne peuvent pas prendre eux par la bouche. Vous vous doutez bien que si vous abordez le terme nutrition artificielle par gavage, tout de suite l'alliance thérapeutique elle va pas se faire. Alors bien sûr, la nutrition artificielle se fait de façon très prudente en hospitalisation hein, pour éviter ce que l'on appelle le syndrome de renutrition inappropriée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il y a des questions, je pourrais l'aborder par la suite. Alors sur la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique, la prise en charge va être initialement en externe avec des repas réguliers. On travaille sur la restriction puisqu'il peut y avoir un enchaînement restriction crise. Donc lutter contre vraiment cette restriction cognitive, hein, le fait de restreindre volontairement son alimentation pour pas prendre du poids, diversifier l'alimentation du nutriment central sur son nasogastrique, des fois pour un incoercible. En termes de traitement médicamenteux, des traitements digestifs peuvent être mis en place, des protecteurs gastriques, hein, des inhibiteurs de la pompe à protons, des antiacides locaux, style Gaviscon par exemple, en cas d'épigastralgie, de reflux, principalement s'il y a des vomissements. Lutter contre la constipation avec une bonne hydratation, l'eau départ par exemple, des sources de fibres au niveau de l'alimentation, et puis des traitements tels la trimébutine, plus ou moins des laxatifs. S'il y a une hypokaliémie, bien sûr, on supplémente le patient en potassium. En cas d'ostéoporose, calcium, vitamine D. Et le traitement de l'ostéoporose dans les troubles des conduites alimentaires, c'est la renutrition et le retour des cycles menstruels. L'état bucco-dentaire, plus le dentiste, comme cela a été dit, surtout bien sûr s'il y a des vomissements. Et des supplémentations en vitamines et oligo-éléments en cas de carence et dans la prévention du syndrome de renutrition inappropriée. Et voilà, je vous remercie. Je vais rebasculer sur le chat. Alors, donc pour une patiente avec comportement anorexigène et gros troubles du sommeil, anxieux, en mi-TCC et autres psychothérapie, que peut-on tout de même prescrire? Donc ça, je pense que ce sera pour mes collègues psychiatres pour cette réponse. Puisqu'on est sur la thérapeutique psychotrope. Alors, y a-t-il un intérêt à répéter la FOGD dans le cadre de vomissements chroniques et en cas d'examen initial normal? Alors, si oui, tous les combien de temps? Il n'y a pas on va dire, obligatoirement de règles par rapport à ça. C'est surtout, déjà, initialement de le faire pour objectiver, bien sûr, s'il y a une problématique, une hernie hiatale en plus, hein, qui pourra favoriser après. Les vomissements peuvent devenir après relativement spontanés, hein, sans forcer, hein, chez les patients qui ont. Ok. Désolée pour ce petit contretemps. Donc, je me présente. Donc, je suis Adeline Payot, diététicienne nutritionniste donc sur l'unité spécialisée TCA du CHS Quirol. Donc, moi, je vais faire ma petite présentation donc succinctement sur le rôle de la diététicienne sur une unité spécialisée, donc sur la prise en charge notamment de l'anorexie et de la boulimie. Donc, mes axes, c'est surtout pour l'anorexie de la renutrition par voie orale. Donc, la reprise d'une alimentation progressive et adaptée à chaque patient, si besoin, et la mise en place de compléments nutritionnels oraux et un suivi diététique personnalisé et donc régulier. On essaye à une à deux fois, une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours suivant les patients. Donc, avec un travail sur la renutrition, sur le comportement alimentaire, et sur le retour des sensations corporelles, notamment généralement la perte des sensations de faim et de satiété qu'on peut retrouver quasiment chez tous les patients. Ensuite, on a la prise en charge de la boulimie, donc la normalisation des repas notamment. Donc là, on va plutôt travailler sur la réintroduction progressive des évictions,
et des aliments boulimigènes. Donc, c'est des choses qu'on a tendance à retirer de l'alimentation sur l'unité, puis de réintroduire en accord avec la patiente progressivement. Donc après, on a également un suivi diététique personnel et régulier. Donc là où on va travailler également sur le comportement alimentaire, sur la diminution des préoccupations obsessionnelles liées à l'alimentation et l'arrêt des compensations à visée amaigrissante. Donc ce qui va être vomissement, laxatif, ce qui a été dit tout à l'heure. Mon rôle également sur l'unité et sur l'animation d'ateliers de culinothérapie, qui va permettre de travailler plusieurs points pour préparer le retour à domicile. Donc, il y a des intérêts thérapeutiques qui sont notamment la communication, la socialisation, l'image de soi, la revalorisation, donc être satisfait d'un travail mené de A à Z et apprécié des autres aussi. La rééducation gestuelle, comment on met en place en fait une recette tout simplement. Tout ce qui va être sur la diététique et le plaisir de s'alimenter. Après, mon rôle au sein vraiment de cet atelier, ça va être donc la vérification de l'hygiène, hygiène corporelle et puis du plan de travail, des ustensiles. La notion, donc apporter des notions sur les besoins nutritionnels, faire le lien un petit peu avec ce qu'on peut voir pendant les suivis. L'aide à la bonne pratique aussi des recettes, parce que généralement, c'est des personnes qui n'ont pas cuisiné depuis un petit moment. Donc, on a pu les gestes, on a pu le déroulé d'une recette aussi, comme on la suit. On a des fois même des tendances à vouloir sauter quelques étapes de la recette ou enlever soit des proportions, soit complètement squeezer certains aliments quand ça les arrange. Donc ça permet de retravailler dessus pour remettre en place vraiment une automisation des repas au domicile. Et également, on assure du coup la liaison avec la cuisine, qui est assez primordiale au niveau de l'alimentation, et le service diététique de la cuisine du CH Esquirol. Donc après, j'ai axé un petit peu plus sur vraiment la prise en charge des TCA, notamment par les diététiciens en libéral. Donc déjà, comment on repère un TCA? Donc avec l'orientation diagnostique en consultation. Donc il va avoir tout ce qui va être alimentaire, donc sur la restriction alimentaire, la quantité, la qualité, la diminution ou suppression de certains groupes d'aliments, la perte de repères également au niveau des quantités. Nous allons avoir la peur et les fausses représentations du devenir des aliments, la maltraitance également des aliments, la ritualisation alimentaire et ce qu'on peut retrouver également, c'est l'hyperhydratation, donc la potomanie, la perturbation, comme je disais tout à l'heure, des sensations de faim et de satiété. Après, on va avoir les stratégies de contrôle du poids qui également ont été mentionnées, tout ce qui va être vomissement, laxatif et activité physique plus. On a également sur tout ce qui va être corporel, donc la dysmorphophobie, le fait qu'elles ne se voient pas comme elles le sont réellement. Donc ça pose des freins sur une reprise de poids. La peur intense de prendre du poids, pardon. Et donc du coup ne comprennent pas forcément la prise en charge. Il y a d'autres signes évocateurs qui va être notamment l'hyperinvestissement intellectuel. On retrouve beaucoup des premières de promo, des gens qui sont très investis dans le côté scolaire. L'hyperactivité physique qu'on retrouve très fréquemment également. Cette notion de perfectionnisme, de besoin de contrôle, ça se rejoint un petit peu, et la certitude sur les certitudes et la rigidification. Donc voilà. Après, le plus important, c'est comment on réoriente ces patients TCA. Donc, du fait de l'étiologie multifactorielle du trouble et de ses conséquences multiples, donc on a des soins multidisciplinaires qui sont recommandés pour une prise en charge optimale d'un TCA. Donc, dans l'idéal, il est recommandé
Donc, dans un premier temps, en cas d'inexpérimentation, parce que c'est vrai que les diététiciens, de par leur formation, n'ont pas forcément des notions sur les TCA, ou en tout cas pas assez approfondies pour les prendre en charge. Donc, il faut vraiment pas hésiter à solliciter des confrères qui sont plus expérimentés, spécialisés, qui vont pouvoir vous guider également sur la prise en charge et mettre en place systématiquement un changement d'axe de travail diététique. Et après, bien sûr, on réoriente le patient vers un médecin généraliste, généralement son médecin généraliste, afin de mettre en place du coup cette prise en charge multidisciplinaire avec la prise en charge d'un médecin psychiatre, d'un nutritionniste, d'un psychologue, psychomotricienne, tout ce qui va avoir besoin pour travailler un petit peu sur tous les fronts. Euh, Ensuite, nous avons donc cette prise en charge d'un TCA dans le cadre vraiment de votre activité libérale. Donc, on va avoir des objectifs nutritionnels, objectifs finaux, on va dire, qui va être d'atteindre et de maintenir un poids et un statut nutritionnel adapté, en sachant que le premier objectif, c'est déjà de stabiliser ce poids. Déjà, on est déjà bien quand on est là. Et après, cette reprise progressive du poids. Obtenir une alimentation spontanée, régulière, diversifiée. Donc là, c'est tout ce qui va être sur la correction de la restriction alimentaire. Donc réintroduire progressivement des aliments. Ah, j'ai du bruit, je sais pas. Excusez-moi. Donc ça va être corriger cette restriction alimentaire. Est-ce que la personne peut éteindre le micro, s'il vous plaît? Ah, ça doit être bon. Merci beaucoup. Donc du coup, oui, je disais la correction de la restriction alimentaire, donc réintroduire progressivement voilà, des choses qui ont été évitées jusqu'à présent. Donc ça demande un suivi assez régulier là-dessus, avec des objectifs progressifs également. La normalisation du comportement alimentaire, la réduction de TOC, tout ce qui peut être autour du repas, la diminution des préoccupations obsessionnelles, donc concernant notamment le poids et l'alimentation, l'arrêt de compensation à visée amaigrissante s'il y en a, et l'obtention de la réapparition des sensations de faim et satiété, ça qui se fait généralement en tout dernier. Ce que vous pouvez avoir comme conseil vraiment diététique adapté, ça va être dans un premier temps corriger ces fausses croyances, parce qu'il y en a beaucoup et elles fondent pas mal de choses sur ces croyances. Donc c'est important de petit à petit reprendre toutes ces croyances au fur et à mesure, expliquer les besoins de l'organisme, même si elles savent beaucoup de choses, des fois ça peut être erroné. Donc le devenir des aliments, l'intérêt d'un bon état nutritionnel. Proposer également des repères de consommation, comme visualiser des portions avec le Suivimax par exemple, en faisant bien attention, je l'ai mis en gras tout à la fin, d'éviter le calcul des calories, l'utilisation de grammage et de balance alimentaire. Ça, s'il y a un point à retenir, c'est bien celui-là. Donc, on évite tout ça pour éviter justement d'être dans le contrôle. Aider à lutter contre le perfectionnisme, donc apprendre à retrouver du plaisir et à réinvestir un petit peu aussi le côté convivial de l'alimentation. Demander à la personne qu'elle fixe elle-même, du coup, ses micro-objectifs. Donc ça, c'est assez important, parce que si ça vient d'elle, c'est beaucoup plus facile à accepter et revaloriser, bien sûr, tout ce qu'elle peut mettre en place. Donc voilà, en conclusion, on va dire que l'approche diététique nutritionnelle devrait être incluse donc, dans tous les programmes de prise en charge des TCA. Le diététicien développe cette dimension dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire. Et je vous ai mis quelques DU complémentaires, parce que, comme je disais tout à l'heure, notre formation manque cruellement de spécialisation là-dedans. Donc, on a pas mal de DU maintenant qui nous permet cela, adultes, enfants et ados, mais donc plusieurs TCA un petit peu partout en France. Donc voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi. Oui, juste pour vous dire qu'au niveau du chat, toutes les questions, on le fera à la fin du diapo. Ça évitera les petits cafouillages de tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors,
Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Juteau, je suis psychologue donc à Esquirol à Limoges et en fait, je prends en charge des patients mineurs et majeurs souffrant de TCA. Donc, c'est-à-dire je travaille avec l'équipe là qui a parlé juste avant et du coup, j'ai des collègues aussi en pédopsychiatrie. Et donc, moi, je vais vous parler du rôle du psychologue, du psychothérapeute aussi, parce qu'il y a souvent, on a ces deux casquettes-là, et les principes généraux de la psychothérapie dans les grandes lignes. Alors, le rôle des psychologues psychothérapeutes, alors comme ça a déjà été souligné, on s'inclut dans une démarche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tout seul, on ne sera pas forcément efficace sur un trouble des conduites alimentaires du coup. Donc parce que dans la prise en charge des troubles des conduites alimentaires, on a cette triade de soins qui est nécessaire, la partie nutritionnelle, somatique et psychique. Donc si vous êtes en libéral, faut pas hésiter à avoir un partenaire, du coup, un médecin, une diététicienne pour vous aider aussi à évaluer du coup ces parties-là. Et après, donc le rôle, c'est un rôle classique en fait, c'est un rôle déjà d'évaluation, d'observer le fonctionnement de la personne, de comprendre qu'est-ce qui l'a amené sur ce trouble-là, les interactions du coup dans son fonctionnement, dans les processus psychologiques. Et une fois qu'on a bien compris le fonctionnement, et ben on passe au travail de psychothérapie, où là l'objectif c'est d'amener la patiente, la personne, à un changement dans les processus du coup qui ont amené le trouble des conduites alimentaires, parce que c'est ce qu'on vise en priorité. Et donc dans cette pathologie, en fait, on a une particularité sur la prise en charge. En fait, c'est l'état nutritionnel, parce que ça va avoir un impact énorme en fait sur la prise en charge. Parce que pour avoir des changements durables, la personne doit avoir un état nutritionnel satisfaisant. C'est-à-dire que si la personne est dénutrie, le cerveau fonctionne moins bien, donc les changements qu'on va obtenir vont être moins importants, moins durables aussi. Donc c'est important de prendre en compte cet aspect-là. Donc pour l'anorexie, en fait, le mieux c'est d'avoir une renutrition en priorité, si c'est nécessaire du coup en fonction de la dégradation du coup de la patiente. Donc toujours la renutrition en priorité. Et quand du coup cette renutrition, donc l'état nutritionnel est mieux, on va glisser vers une psychothérapie où là du coup on va être plus efficace parce que les changements qu'on va apporter du coup vont pouvoir tenir dans le temps. Et donc dans cette même logique, en fait, on va se méfier des solutions alternatives, c'est-à-dire qu'en fait on ne pourra pas avoir de guérison si la personne ne retrouve pas un état nutritionnel correct. Donc, en fait, on peut essayer plein de solutions. Il faut garder toujours ça à l'horizon, d'avoir cet état nutritionnel correct. Pour la boulimie, la partie du coup de stabilisation de l'alimentation va faire partie de la psychothérapie aussi, mais ça va être aussi un des éléments prioritaires à prendre en charge pour pouvoir améliorer en fait un peu le fond du problème. Et tout simplement parce qu'en fait l'état nutritionnel, surtout dans l'anorexie, est responsable de quasiment tous les éléments qu'on peut observer au niveau des symptômes. C'est-à-dire qu'à la fois, ça va faire partie des facteurs précipitants. Donc, l'état nutritionnel va amener des choses comme les obsessions sur l'alimentation, par exemple, ou même les autres que je citerai après. Et c'est aussi, bien sûr, des facteurs d'entretien. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont présents, ces facteurs, c'est bien plus difficile, du coup, de sortir du trouble des conduites alimentaires. Donc, par exemple, en fait, plus on est dénutri, plus on va avoir une dysmorphophobie importante. Donc, le fait de ne pas se percevoir comme on est réellement. Et du coup, plus on se perçoit en général gros, plus on va avoir peur de prendre du poids. Donc, il y a énormément de cercles vicieux qui sont amenés par le mauvais état nutritionnel. Et c'est pour ça que ça va être la cible prioritaire. Donc, au niveau des psychothérapies, les recommandations qu'on a, c'est tout d'abord les thérapies cognitives et comportementales, donc notamment la CBTI, qui est une thérapie qui est préparée en fait pour les troubles des conduites alimentaires. L'objectif donc des TCC, comme on les appelle, c'est d'abord de modifier les pensées dysfonctionnelles. Donc, modifier les pensées dysfonctionnelles, ça peut être par exemple, si je mange du pain, je vais grossir. Donc là, ça peut être aussi de la diététicienne, bien sûr, qui peut modifier ces pensées dysfonctionnelles. Ça peut être aussi, si je suis grosse, en fait, je suis forcément moche ou je ne peux pas être aimée. Donc, on va repérer ces pensées dysfonctionnelles et on va repérer aussi les comportements problèmes. Les comportements problèmes, ça peut être je me restreins, je sélectionne des aliments, je peux faire beaucoup de sport. Donc, l'objectif des TCC, en fait, ça va être de réduire ces pensées ou en tout cas de les modifier, de modifier aussi les comportements et en fait de réduire les cercles vicieux qui entretiennent tout le mécanisme. Donc, les facteurs de maintien aussi qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, tout ce qui fait que la personne, elle va rester dans son trouble.
On va du coup chercher à comprendre effectivement tout ce mécanisme-là. Et c'est pour ça qu'elles sont recommandées en priorité. Donc ça, c'est pour surtout les adultes. Alors pour les adolescents, ça peut être aussi indiqué, mais surtout pour les adolescents, on va plutôt aller sur les thérapies familiales. Et donc, pareil, il y a une thérapie qui est plutôt recommandée, pardon, c'est la FBT. Alors, j'ai mis tout ça en anglais parce que pour l'instant, je crois que tous les manuels sont en anglais. On peut trouver des explications en français, mais l'origine, c'est vraiment anglais. Et donc, en fait, cette thérapie familiale qui est recommandée, la FBT, c'est aussi des bases TCC, en fait. C'est aussi un modèle TCC où là, en fait, c'est pas le patient directement qui va être acteur des modifications, mais les parents, en fait, vont agir comme co-thérapeutes. Donc, ils vont être en première ligne de la thérapie. Et donc, l'objectif, en fait, c'est que les parents vont amener eux-mêmes des changements dans l'alimentation de leur enfant, notamment en structurant énormément l'alimentation, en encadrant, et donc de ne pas céder aux peurs, en fait, du trouble des conduites alimentaires, qui ne feront qu'empirer, bien sûr, si on cède à ces peurs. Donc ça, c'est des techniques particulières aussi pour les adolescents. Donc c'est vrai que ça nécessite aussi des formations. Mais peut-être déjà ce qu'on peut retenir pour les adolescents, c'est que les parents, du coup, peuvent participer. C'est intéressant qu'ils participent et c'est même recommandé. Et ils vont avoir ce rôle de cadrer l'alimentation en étant bienveillants, en encourageant leurs adolescents à faire des efforts, en pointant les évolutions, les améliorations, les points positifs. On ne punit pas quand l'adolescent ne finit pas son assiette. L'objectif, c'est de lui montrer les portions normales et d'attendre de lui qu'il finisse son assiette. Et après, l'adolescent fait ce qu'il peut. Donc voilà un petit peu les principes de ces psychothérapies. Et après, ce que je voulais vous montrer, c'est en gros les étapes qu'on peut suivre dans la psychothérapie. Alors c'est en gros, c'est-à-dire c'est pas forcément exactement comme ça qu'il faut faire dans tous les cas. Ça dépend bien sûr des situations. Et on peut faire bien sûr des étapes en parallèle aussi selon le patient. En règle générale, on commence toujours par un travail motivationnel. Alors toujours parce que c'est moins fréquent que dans les troubles des conduites alimentaires. Les patients souhaitent tout de suite reprendre du poids, en fait, comprennent le problème, veuillent prendre du poids et voient l'intérêt du coup de se renutrir, de dépasser leur peur, en fait. Donc souvent, on permet en fait de parler la même chose avec le patient, de l'engager aussi dans ses soins et voilà, d'être d'accord avec lui sur ce qu'on va proposer après. Chez les adolescents, on peut le faire, mais souvent on a plus de déni quand même chez les adolescents. Donc on va travailler là sur avec les parents. C'est-à-dire on va pas forcément attendre que l'adolescent soit d'accord pour se renutrir, pour le renutrir tout simplement. Chez les adultes, c'est forcément plus compliqué. Je vous ai précisé aussi qu'à cette étape-là, c'est-à-dire même si la personne elle est dans un mauvais état nutritionnel, donc on peut faire le travail motivationnel, il aura moins d'accroche, hein, comme toujours quand on est dans un mauvais état nutritionnel. On peut débuter un travail de remédiation cognitive. Donc, c'est un programme aussi qui a été établi à Londres par le Maudsley Hospital de remédiation cognitive pour l'anorexie. Donc, la remédiation cognitive, c'est une sorte de gymnastique cérébrale où on va chercher en fait à modifier les modes de pensée de la personne. C'est-à-dire souvent dans l'anorexie, on va avoir un tempérament, des traits de personnalité plutôt de rigidité. On va avoir une focalisation sur le détail du perfectionnisme. Et ben, dans la remédiation cognitive, avec une sorte de gymnastique cérébrale, on va réentraîner le cerveau à fonctionner différemment. À cette étape-là aussi, on va pouvoir proposer de la psychoéducation quand on a une prise de conscience du problème ou quand on a un début de prise de conscience du problème, parce que ça peut aider la personne, du coup, à voir qu'est-ce que c'est sa maladie, comment elle fonctionne, et les conséquences aussi. Donc la psychoéducation, c'est d'expliquer, en fait, d'apporter des informations à la personne sur la maladie. Et pareil, l'objectif, c'est de la rendre plus actrice de sa prise en charge. Donc la psychoéducation, ça peut être aussi fait par différents professionnels. Hein. Une fois qu'on a ça, c'est-à-dire une fois qu'on est plutôt d'accord sur vers où on va aller avec le patient, que le patient connaît quand même bien son fonctionnement, son trouble, et qu'il est prêt du coup à amener des changements, bah justement, l'étape d'après, c'est d'amener des changements, défaire les facteurs de maintien et de renforcement du trouble. Donc c'est ce qu'on aura observé souvent tout au départ dans l'évaluation, de comprendre pourquoi la personne, pourtant en souffrance, va rester dans un trouble des conduites alimentaires. Et donc voilà, on va chercher des changements dans les comportements, dans les façons de penser. On va chercher à ce que la personne du coup se restreigne moins et moins peur de manger aussi, diabolise moins l'alimentation par exemple. Donc ça, voilà, je rentre pas forcément dans le détail. Vous pourrez poser des questions après si vous le souhaitez.
Et on va chercher aussi une amélioration de la tolérance émotionnelle parce qu'en fait, dans les modèles qu'on a, les troubles des conduites alimentaires se déclenchent souvent sur un état de souffrance et donc le trouble des conduites alimentaires vient pour soulager la souffrance et notamment les émotions négatives. Et donc c'est pour ça qu'on va chercher à améliorer cette tolérance à la souffrance parce que du coup le trouble des conduites alimentaires est moins nécessaire une fois qu'on tolère mieux notre souffrance. Donc dans cette deuxième étape, on va chercher à avoir une alimentation satisfaisante et ainsi une meilleure acceptation du corps parce que souvent les deux vont ensemble. Donc là, on cherche en fait une sorte de stabilisation du patient, une amélioration du patient. Et vous voyez, dans la troisième étape, on va aller travailler juste plus sur les déclencheurs en fait du trouble, c'est-à-dire pourquoi la personne pouvait souffrir. Alors parfois, il y a plus de raison de souffrir, c'est-à-dire que ce qui avait créé la souffrance au départ a disparu. Et parfois, bien sûr, on reste en fait sur des éléments qui sont difficiles, comme une baisse d'estime de soi, une estime de soi basse, le perfectionnisme aussi qui est exagéré, qui fait beaucoup souffrir, des troubles de l'attachement. Donc c'est une fois qu'on a amélioré en fait l'état nutritionnel justement avant, l'alimentation qui est plus intéressante et une meilleure acceptation du corps qu'on va aller travailler sur ces éléments-là. Et bien sûr, on va pouvoir prendre en charge les comorbidités, surtout quand ils renforcent le trouble des conduites alimentaires, parce que là c'est quand même l'objectif de travailler sur le trouble des conduites alimentaires. Souvent on le fait dans un deuxième temps. Après ça dépend bien sûr comment ça entretient le trouble des conduites alimentaires. Donc ça, c'était pour la partie psychothérapie. Et du coup, je vous ai mis une liste de juste 3 manuels, en fait, pour vous aider justement dans la psychothérapie, faire face au TCA, savoir traiter l'anorexie mentale, savoir traiter la boulimie. Donc, c'est des manuels qui sont assez intéressants pour la psychothérapie, qui guident bien, en fait, et qui peuvent vous aider à débuter quelque chose avec vos patients. Voilà, et ben, je passe la main, du coup, à ma collègue suivante. Merci à vous. Bonjour, donc moi c'est Céline Passerieux, je suis psychomotricienne au centre hospitalier du coup Esquirol et j'accompagne donc les personnes adultes souffrant de TCA notamment. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que je peux observer dans le vécu psychocorporel des personnes souffrant de ces pathologies-là. Alors mon métier, brièvement, en fait, c'est en tant que psychomotricien, on travaille sur le lien qui existe entre le corps qui est notre support pour ressentir les choses, pour éprouver l'espace qu'on peut occuper, pour nous mettre en mouvement. C'est aussi le médiateur pour entrer en communication. Et comment il est en lien avec l'esprit, avec notre vécu émotionnel, notre vécu psychique, les représentations, les mentalisations qu'on peut avoir. Donc, en psychomotricité, on va travailler sur ce lien-là, cette interaction-là. Comment un vécu émotionnel peut agir et avoir des répercussions sur notre vécu corporel, ou inversement, comment on ressent notre corps, le met en mouvement, peut avoir des répercussions sur notre façon de penser ou notre vécu émotionnel. On va être dans cette action-là. Donc du coup, avec mon regard de psychomotricienne, du coup, je vais vous parler un peu de ce vécu psychocorporel chez les personnes souffrant de TCA. Ce que on peut observer assez régulièrement, c'est un rapport de sensation au voyelle un petit peu particulier dans le passé, c'est-à-dire que on va souvent observer que elles ont peu accès à la sensation, c'est un discours très mentalisé, intellectualisé. Et avec l'éprouvé qui est mis de côté. Alors soit avec un vécu, enfin un bagage en fait sensoriel et au niveau de leur conscience corporelle assez pauvre, peu enrichi, soit avec quelque chose qui est coupé en fait. La sensation est peut-être ressentie très fort ou en tout cas du coup dans l'évitement de le ressentir, elle coupe avec leur sensation. Donc on a une déconnexion, on peut observer une déconnexion par rapport à l'éprouvé sensoriel. Ce qu'on peut observer aussi au niveau du vécu psychocorporel, c'est que le corps peut être vécu comme dérangeant, comme du dangereux, mauvais. Donc il va y avoir peut-être une recherche de diminuer ce corps, de le faire rendre plus invisible, avec moins d'espace, et d'altérer le plus possible les sensations que ce corps peut leur apporter. On a souvent une notion d'insécurité. Le corps est vécu comme insécure et toutes les situations liées au corps peut du coup générer cette insécurité et donc avec une hypervigilance sur ce qui peut se passer autour d'elle.
et un évitement du rapport au toucher, au contact. Ce qu'on peut observer, c'est que le corps est vécu comme un objet. En fait, on peut observer que leur corps est un objet de contrôle. Elles vont chercher à le contrôler comme si c'est un objet un petit peu séparé d'elles-mêmes. Ce que je peux observer aussi dans leur façon d'être au niveau corporel, c'est des tensions importantes. Ce qu'on appelle l'hypertonie, donc des tensions corporelles importantes, notamment sur certaines chaînes musculaires, sur certains muscles plus développés que d'autres, et ça peut entraîner du coup une réduction de leur bagage moteur, de l'exploration qu'elles peuvent faire au niveau moteur, avec des mouvements plus surinvestis et d'autres qui sont diminués par des raideurs, par des amplitudes plus réduites. On peut observer un manque de fluidité entre le haut et le bas du corps, c'est-à-dire que souvent, il peut ne pas y avoir d'harmonie quand le haut du corps est mobilisé, il peut y avoir des blocages au niveau du bassin et du coup pas en harmonie avec le bas du corps et inversement. Du fait de ces raideurs, de ces tensions et des verrouillages qu'il peut y avoir. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que elles peuvent être très peu ancrées dans le sol. Il y a quelque chose d'assez aérien dans la façon de se mobiliser. De marcher, de se déplacer, et un ancrage au sol qui est peu développé, avec du coup peu de richesse dans la possibilité de rebondir, d'utiliser le repoussé du sol. Donc ce que je vous disais, il y a un surinvestissement de certaines positions, notamment la position verticale, le mouvement, l'accès au repos est plus compliqué, l'accès à des positions plus de relâchement, d'enroulement, toutes ces positions-là sont plutôt évitées. Et toutes les situations qui pourraient leur permettre d'être à l'écoute de leurs ressentis. Donc avec des mouvements, la motricité, l'activité est surinvestie, mais de façon des fois automatique, c'est-à-dire sans présence, sans écoute de ce qu'elles peuvent ressentir sur ces moments-là. Ce qu'on peut observer aussi, c'est des vécus corporels parfois étranges, avec des vécus de débordement, de perte de limites, parfois dans le trop, et il y a des sensations aussi de recherche autour du vide. Donc ça peut aller sur des vécus corporels qui peuvent même être inquiétants dans cette notion de débordement. C'est-à-dire que ça peut aller sur des débordements importants et des pertes de limites. Ce que mes collègues ont déjà évoqué, on observe souvent ce décalage entre la perception de leur silhouette, la façon dont elles ressentent leur silhouette et la réalité de leur silhouette. C'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Donc souvent, elles se perçoivent plus en volume qu'elles ne sont réellement, et avec notamment des focalisations sur certaines zones, plus souvent au niveau de la taille, du ventre, des fesses ou des cuisses, et avec un désinvestissement des autres zones. Quand elles doivent se représenter, ou je leur demande de se dessiner, il y a un flou réel sur la globalité de leur corps, sur la façon dont elles se représenter dans la globalité. Donc, comment, avec ces éléments-là, on peut les accompagner au niveau psychocorporel. L'idée, c'est vraiment pas d'essayer de trouver des solutions, c'est plus de les inviter à rentrer en contact, en dialogue en fait avec leur corps, c'est-à-dire pouvoir créer une situation assez sécurisée du coup, pour qu'elles puissent commencer à être à l'écoute de ce qui peut se passer sans qu'il y ait l'angoisse qui vienne couper en fait qui vienne couper les ressentis. Donc c'est leur permettre de sortir de cette zone, de leur zone de confort entre guillemets, de ce qu'elles connaissent, pour venir expérimenter quelque chose de moins connu pour elles, mais dans un cadre suffisamment sécurisant pour ça. Et quand ce ressenti peut être expérimenté, c'est de pouvoir après passer à la symbolisation, c'est-à-dire pouvoir peut-être mettre des mots sur ce qui se passe et du sens sur ce qu'elles mettent en action, la façon dont elles utilisent ou elles vivent leur corps et du coup comment on peut faire autrement avec ça. Donc on va essayer de les inviter à observer leur fonctionnement psychocorporel, créer des situations qui vont leur permettre d'observer comment elles se mettent en mouvement, quelle posture elles utilisent, ce qui arrive comme sensation, qu'est-ce qu'elles peuvent accueillir comme sensation, en rapport au contact, au mouvement, à différents types de canaux sensoriels, proprioceptifs, etc. La façon dont elles ressentent les choses vont nous donner des indices sur leur fonctionnement et comment, du coup, on va aller après explorer d'autres types de fonctionnement pour élargir leur bagage. Donc on va travailler beaucoup sur la perception de leur structure corporelle, structure os, muscles et peau,
Donc leur ramener un bagage sensoriel autour de ça, des situations qui vont leur permettre de sentir comment est leur squelette, comment sont leurs muscles, comment est leur peau, et venir sécuriser leur vécu corporel au travers de ces perceptions-là. Et leur permettre aussi de vivre des situations qui vont leur faire ressentir leur solidité interne au travers de la mobilisation de leur tonus, de leurs muscles, et de la sensation de leur squelette et de leur délimitation au niveau de la peau. Donc voilà, ça fait partie de certains axes de travail. Bien sûr, il y a un gros axe de travail, c'est autour de l'image du corps. Donc de développer tous les supports qui vont permettre de venir percevoir du coup toutes ces notions-là de volume, de limite. On va utiliser des supports qui vont être représentatifs, c'est-à-dire comment on va dessiner, je vais leur proposer de dessiner le contour de leur corps, de représenter le contour de leur corps avec différents supports, ou de représenter l'espace de certaines zones de leur corps, et le mettre en lien avec qu'est-ce que c'est que cet espace, en lien avec une réalité anatomique. C'est-à-dire c'est pas juste un espace pour un espace, mais qu'est-ce qui doit exister dans cet espace-là, en termes d'os, de muscles, d'organes, etc. On va remettre du sens sur l'espace, c'est pas juste une place occupée. Et du coup retravailler sur ce décalage entre leur silhouette perçue et leur silhouette réelle. Et un autre support qu'on peut utiliser notamment dans le service, c'est un support, on va utiliser un support virtuel qui va permettre de créer des silhouettes en collaboration avec les psychologues, créer la silhouette au niveau virtuel de ce qu'elles ressentent d'elles. Ensuite, on va faire leurs mesures, on va rentrer les mesures qu'on aura prises sur leur corps, et du coup, ça va créer leur image réelle avec le fait que ce soit quand même du virtuel, mais avec leurs mesures réelles. Et on va venir en comparaison avec la silhouette qu'elles ont créée de façon qui correspond à celle qu'elles perçoivent. Et on peut aller aussi travailler sur l'image qu'elles auraient d'elles de façon idéale, là où elles vous aimeraient aller. Et puis, bien sûr, on peut utiliser le support photo, miroir. L'idée, c'est vraiment de défocaliser, de travailler avec ces supports-là dans l'idée de faire balayer le regard. Souvent, quand elles sont confrontées aux photos au miroir, leur regard va aller directement vers les zones sur lesquelles elles focalisent, le ventre, les cuisses. Et du coup, il n'y a plus du tout ce balayage du regard qui va prendre en compte la globalité de leur silhouette. Donc, on va travailler sur le fait que dans le miroir, elles peuvent s'observer différemment sur les photos, avec des abords différemment, et le cerveau est pas très préparé à ce qu'elles se voient comme ça. Donc, elles vont avoir accès à un autre regard sur elles-mêmes à ce moment-là. Voilà. Et la dernière étape, une fois qu'elles ont travaillé sur la sécurisation de leur espace corporel, sur l'enrichissement de leur conscience corporelle, sur leur fonctionnement, on va aller travailler sur la notion de leur espace en lien avec l'espace de l'autre. Donc, comment elles vont pouvoir interagir avec leur corps, avec le corps de l'autre dans la rencontre, et aussi élargir leurs possibilités d'expression corporelle. Voilà. Je vous remercie. Et je vais passer aussi le relais à ma collègue. Donc bonjour tout le monde. Donc moi je suis Nadège Jossoyer, donc je suis infirmière diplômée d'État et je travaille donc à l'unité de consultation, d'enseignement et de recherche qu'on peut appeler aussi CMP, peut-être plus connu par vous tous. Et donc je travaille au service d'addictologie universitaire du Limousin. Donc, je vais un peu relater quel est le rôle de l'infirmière en unité de consultation ambulatoire. Déjà, premièrement, les patients peuvent nous être adressés par divers canaux, c'est-à-dire eux-mêmes ou leur famille, mais aussi vous, les libéraux, s'il y en a dans l'Assemblée, parce qu'il y a une demande particulière, ou alors aussi par nos unités avec qui on travaille beaucoup, comme le service de nutrition, comme le service d'endocrinologie, des gens avec qui on a des rapports privilégiés. Donc moi, le premier rôle, c'est bien sûr de faire une évaluation, de réaliser une anamnèse, de faire une histoire de vie, de voir s'il y a eu des choses comme ça pendant l'enfance, pendant l'adolescence, des choses compliquées au niveau alimentaire ou au niveau histoire de vie. Bien sûr, à ce jour, il est intéressant de faire l'évaluation du fonctionnement alimentaire pour savoir s'il y a des choses qui dysfonctionnent et pourquoi. Et c'est déjà si le patient arrive à les nommer et à les verbaliser.
On travaille au pôle d'addictologie, donc de fait, on fait tout le temps un bilan addictologique pour savoir s'il y a des problèmes addictologiques associés à la problématique alimentaire. Je parle plutôt avec produits, hein, bien sûr. On évalue éventuellement une crise suicidaire puisque c'est quand même très très courant chez nos patients avec un trouble des conduites alimentaires. Bien sûr, on passe pas à côté de ça. À la fin, bien sûr, de l'entretien, on va faire une conclusion clinique que je travaille toujours en staff pluridisciplinaire avec toute l'équipe pour pouvoir, cette conclusion, elle a vraiment un but de proposer une prise en charge adaptée à la problématique. Hein. C'est vraiment important de pouvoir proposer quelque chose de sensé pour le patient et que ça a du sens. Hein. Mon autre rôle aussi, bien sûr, c'est d'assurer des suivis pour la plupart en collaboration avec d'autres professionnels. Donc, ça peut être avec mes collègues psychiatres ou avec des psychologues, des diététiciens, le service de nutrition. On peut travailler en alternance pour travailler différentes thématiques de la problématique alimentaire. C'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Et j'ai aussi un but, moi, un objectif, c'est de favoriser le parcours de soins et de développer le réseau pour avoir des relais indispensables. On peut pas travailler tout seul. On est obligé de travailler avec tous les gens qui veulent bien s'associer à nous dans cette problématique alimentaire. Hein. Et donc, les professionnels, ça peut être les professionnels libéraux, les professionnels hospitaliers, du secteur somatique, du secteur psychiatrique. Ça peut aussi être nos collègues psychiatres, mais de la psychiatrie générale. On a besoin de tout le monde pour travailler avec ces patients-là. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des préventions dans les TCA. Hein. Le repérage précoce est un enjeu majeur dans cette prise en charge. Hein. En France, comme dans tous les autres pays occidentaux, il est noté dans les études que moins de la moitié des personnes sous d'un TCA a reçu un soin à ce jour. Hein. Donc c'est quand même 1 sur 2 n'a pas de soin pour sa problématique alimentaire. Et on sait que cet non-accès ou cet accès retardé a des conséquences graves sur l'évolution de la maladie. Hein. Donc, l'OMS distingue 3 niveaux de prévention. Hein, la prévention primaire pour éviter l'apparition de nouveaux cas. Donc, c'est vrai que c'est là qu'il faudrait mieux agir pour pas qu'on ait de nouveaux cas de troubles des conduites alimentaires, mais aussi la prévention secondaire pour prendre en charge la maladie avant qu'elle ait évolué ou que l'évolution soit pas trop importante. Et la prévention tertiaire qui va viser à réduire au maximum les invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie. Il faut bien savoir qu'on a tous un rôle à chaque moment de ces préventions différentes pour éviter et pour qu'il y ait une action importante, bénéfique pour le patient présentant un trouble des conduites alimentaires. Je pense qu'il y a vraiment une vraie pertinence à faire une évaluation TCA systématique lors d'un entretien, comme maintenant on pourrait le faire pour le tabac ou le cannabis. C'est important. Il y a par exemple le test SCOF qui peut être sur le site de la FFAB. C'est quelques questions, c'est assez rapide à faire et ça donne vraiment une lecture assez rapide de la problématique, sachant que en général, quand on pose des questions aux gens, ils répondent. Donc il ne faut pas avoir peur de poser les bonnes questions. Donc, pour moi, les principaux acteurs de ce repérage précoce sont les professionnels de premier recours, de première ligne. Donc, alors j'ai fait une liste qui est non exhaustive, bien sûr. Les médecins généralistes, les médecins scolaires, les infirmiers scolaires, les diététiciens, les dentistes, mais ça peut être aussi les gynécologues. Enfin, ça peut être vraiment de larges professionnels. Les patients peuvent venir aux soins pour des symptômes très spécifiques à un TCA et les exprimer assez facilement. Cependant, ils peuvent aussi venir pour nous consulter pour tout autre symptôme. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être des brûlures gastriques. Et il faut essayer de traduire ces maladies. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même dans un coin de sa tête que le TCA, il est présent, que c'est quand même pas une maladie rare. Et donc, il faut essayer de se dire, tiens, quand j'ai des certains symptômes, eh bien, je réfléchis et je pense et je peux penser que ça peut être une problématique alimentaire. On pose des questions et ça invalide ou invalide l'hypothèse. Je pense que surtout, il faut être vigilant, observateur de l'évolution physique et psychique de votre patient. Et je voulais quand même pointer que l'IMC n'est pas le seul critère à prendre en compte dans la problématique alimentaire. On peut avoir un IMC complètement normal et avoir un grave trouble de l'alimentaire dans les crises de boulimie, par exemple. On peut avoir des IMC à 19, à 20, donc il n'y a pas de souci. Le patient ou la patiente présente physiquement aucun problème comme ça de visu, mais par contre, elle peut vomir 10 fois par jour. Donc, il est important de ne pas prendre l'IMC comme un seul critère d'évaluation. Mais bien sûr, il est à prendre en compte dans une évaluation globale de la problématique. Donc, j'ai fait quelques critères où il faut être attentif. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive. Mes collègues ont déjà évoqué plein de choses. Donc, l'IMC, mais pas toujours à un point donné.
On essaye de faire une évaluation dans le temps. Hein, si vous avez un patient où il y a des IMC qui varient, hop, on se pose des questions, on pose des questions et on invalide ou on n'invalide pas, comme tout à l'heure. Hein. On peut détecter une éventuelle potomanie, hein, qui est quand même quelque chose qui arrive très régulièrement dans les troubles des conduites alimentaires. Il faut dépister des troubles, et notre collègue diététicienne en a très bien parlé tout à l'heure, hein, des comportements alimentaires inquiétants, des évictions progressives, des choses qui n'arrivaient pas avant, et puis tout d'un coup, le patient mange plus de sucre, mange plus de graisse. On se pose des questions. Et on lui demande pourquoi. Enfin voilà, hein, mais c'est important d'essayer de les déceler. Hein. On peut par exemple surveiller l'augmentation des parotides, hein, qui peuvent être une conséquence des vomissements. À force de vomir, ça fait augmenter les parotides. Ça peut être des petites comme ça choses cliniques qui peuvent faire penser à ça. Et là, le professeur Jésus a beaucoup évoqué tout ce qui était ionogramme, donc faut se référer à ce qu'il a dit, hein, mais dans le doute, on peut faire une kaliémie. Voilà, ça peut donner évidemment des indices de problématiques. On peut aussi voir s'il y a une présence de méricisme, hein, une régurgitation et une remastication des aliments. Voilà, donc ça c'est quelque chose quand même qui arrive. C'est pas très courant, mais c'est pas non plus rare. Donc il faut quand même essayer de voir si votre patient vomit, essayer de le faire. Voilà, déjà est-ce que c'est un vomissement provoqué, est-ce que c'est un vomissement secondaire, et est-ce qu'il y a cette régurgitation et cette remastication des aliments. Bien sûr, on pose la question par rapport aux laxatifs, voire aux diurétiques. Hein. On a des patients qui prennent les diurétiques de mamie ou de maman. C'est pas rare, hein, pour perdre du poids. Donc on pose la question. Et aussi ce qui est vraiment appelé dans les méthodes compensatoires. Hein. Donc du coup, c'est vraiment dans le cas de la maîtrise pour perdre du poids ou de maîtriser en tout cas son poids. Et aussi bien sûr les laxatifs, hein, pour favoriser le transit. On peut aussi dépister, voir s'il y a un isolement social, si votre patient il évolue différemment. Donc voilà, faut être vigilant au fonctionnement. Si vous aviez un jeune qui était très qui faisait plein d'activités, qui bougeait, et qui d'un coup reste à la maison, s'isole, voilà, faut être vigilant, quoi. En conclusion, voilà, il faut être attentif à tout changement chez un patient connu et vigilant pour les nouveaux patients, hein, savoir voilà, poser les questions qu'il faut. Les TCA, leur prise en charge sont des enjeux de santé publique, hein, vraiment. Cette pathologie, elle est invalidante d'un point de vue psychique, somatique, social, et elle a des conséquences vraiment graves sur tous ces domaines. Hein. Les TCA nécessitent vraiment un repérage précoce pour limiter le risque d'évolution vers une pathologie chronique et des complications somatiques, psychiatriques et psychosociales. Plus on prend tôt les patients en charge, plus c'est facile de lever les symptômes. Hein. Et comme je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, mais qui l'a dit, en fait, il faut faire attention, hein, dans les limites de la maladie. On peut osciller dans toutes les maladies. On peut être anorexique à un moment donné, devenir boulimique et puis passer aussi sur l'hyperphagie et comme ça osciller. Et donc c'est important à prendre en compte toute cette dynamique dans la maladie, quoi. Voilà pour moi. Alors, je repasse la parole au docteur Sazra. Oui, mais merci encore d'être là. Bon, j'ai tombé le masque, hein, malgré le Covid. Hein. Je regarde si tout le monde est à distance. Alors, cette dernière d'apo. D'abord, tous nos remerciements d'être présents à ceux qui ont pu rester. Nous avons enregistré cette séquence et nous allons, si vous voulez, pouvoir refaire effectivement d'autres séquences à partir de cet enregistrement. Alors, moi, je vous invite très fortement, si vous le souhaitez, d'aller voir le site qu'on partage, c'est la journée mondiale tca.fr. Vous allez trouver beaucoup de renseignements, des liens, des microfilms, des témoignages. Et ce site, il est particulièrement destiné à cette journée du 2 juin. Tous les ans, au 2 juin, il est prévu de faire une journée mondiale de TCA, même si c'est la première aujourd'hui. Normalement, ça tombe les 2 juin. Je vous ai mis aussi un mail et moi, je serais très, très heureux que vous nous écriviez tous sur ce mail pour qu'on puisse vous identifier, vous répondre. Si vous avez des questions, restez en contact avec vous. Donc, ce mail vous est destiné totalement.
On va regarder maintenant, si vous voulez bien, les questions qui sont dans le chat, et puis chacun d'entre nous va essayer, en fonction de nos compétences, euh, je dis bien essayer, parce que le problème est complexe, de répondre aux questions qui apparaissent donc dans le chat. Je vais faire appel aux compétences de nos secrétaires pour l'instant, pour rebasculer sur le chat. Merci. Oui, alors je vais relire un petit peu. Merci beaucoup. Quelles sont les phrases à ne surtout pas dire en consultation? Ça, c'est une première question. Qui c'est qui veut répondre à cette question? Oui, je peux répondre, hein. Effectivement. Bon, il y a des phrases effectivement à pas prononcer, du terme grossir, par exemple, qui peuvent choquer, tout ce qui est trop critique, tout ce qui est de cet ordre-là. Donc, faire attention un petit peu à ça. Les phrases aussi parfois qui peuvent choquer, qui nous paraissent anodines, c'est vous avez l'air d'aller mieux, vous avez bonne mine, et la personne va le traduire un peu dans sa tête que par exemple, elle a pu être trop grosse, s'arrondir. Bonne mine, attention, bonne mine, hein. Ça, c'est le genre de phrase, un petit peu. Je suis pas exhaustif là parce qu'il y en a beaucoup, hein. Alors, il y a une autre commentaire. Chez les personnes en situation d'anorexie, la reprise alimentaire ne s'accompagne pas toujours d'une meilleure acceptation corporelle. Au contraire, je trouve, alors là, j'ai pas la suite, hein, effectivement. Vous avez l'air de dire que quand les gens reprennent du poids, s'alimentent mieux, l'acceptation corporelle est plus difficile. Qui veut répondre à cette question? Peut-être Céline? Allez, on va vous laisser la psychomotricienne. Alors, oui, la reprise de poids ne veut pas dire que ça va être plus facile. Il faut du temps, en fait. Il faut du temps et accompagner la reprise de poids à chaque étape. La dysmorphophobie va s'estomper petit à petit, mais elle est encore présente sur la reprise de poids. Ce que disait ma collègue, c'est que ça s'est estompé, enfin, qu'il fallait une renutrition pour que la dysmorphophobie diminue. Mais les angoisses corporelles continuent en fait à exister et ces angoisses corporelles alimentent la dysmorphophobie aussi. Donc du coup, c'est vraiment un accompagnement qui dure jusqu'à ce qu'il y ait un certain équilibre au niveau du poids, c'est-à-dire tant qu'il y a encore du mouvement et de la progression, en fait, c'est toujours, enfin, il me semble, c'est toujours inquiétant pour la personne. La peur aussi que ça ne s'arrête jamais, elle est souvent très présente. Donc c'est quand il y a, à mon sens, quand il y a une stabilité, que il y a l'acceptation corporelle, elle va pouvoir peut-être davantage être accessible. C'est vraiment un accompagnement sur le long cours et qui nécessite du temps. Après, il y a aussi le pourquoi de la non-acceptation corporelle qui est aussi en question. Pour certaines personnes, ça va être plus simple que pour d'autres. Il n'y a pas c'est pas forcément une généralité. Voilà, mais en effet, c'est un long parcours et qui nécessite un accompagnement aussi au long cours à ce niveau-là. Il me semble que c'est plus dans la stabilité, quand la personne aura stabilisé son poids, que cette acceptation sera plus simple. Mais elle est plus travaillable au moment où le poids réaugmente. Quand le poids est trop bas ou quand il y a une forte dénutrition, c'est très compliqué avec ces cercles vicieux dont parlait ma collègue de travailler sur cette acceptation-là. On tourne un petit peu en rond en fait à ce moment-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Vous allez nous lire la question suivante, Céline. Pour la diététicienne, et il y a pour la psychologue aussi. Et existe-t-il un ouvrage reprenant les différents ateliers proposés en psychomotricité? C'est pour vous. Oui. Un ouvrage, il y en a pas beaucoup en fait. Il y a pas beaucoup d'écrits sur vraiment
la psychomotricité avec les TCA, à part celui d'Odile Gaucher, qui est une psychomotricienne, mais qui, voilà, me semble pas tout à fait exhaustif. Après, Vincent Daudin a pas mal écrit sur l'apport du travail corporel et sensoriel, qui est intéressant du coup. Voilà. Je sais pas si vous connaissez d'autres. Vous savez, il y a des petits ouvrages comme ça. Oui, alors voilà, il y a des ouvrages aussi, oui, en effet. Ouais. Non. C'est un ouvrage qui est ouvert finalement à d'autres professionnels, à tous ceux qui vont accompagner au niveau corporel, qui est sur comment accepter son corps, je crois, ou enfin voilà, il y a des ouvrages voilà plus vulgarisés. Oui. La personne qui a posé la question, si elle est intéressée par ce titre, j'ai plus moi non plus le titre en tête, elle envoie un mail à la boîte mail qu'on a et on répondra, on enverra les données précises. Il y a quelqu'un qui écrit pour la psychomotricienne, il y a un ouvrage à écrire alors. Céline, vous quittez pas la salle. Après, il y a d'autres. Oui, alors du coup, je pense qu'elle est passée, je sais pas comment je fais pour aller là. Attendez, vous avez le truc ici. Du coup, ma flèche, Voilà, vous l'avez là, voilà. et vous remontez ou vous descendez. Alors, il y en a eu beaucoup de questions du coup. Toc, toc, toc. Alors, question à la psychologue. Des restrictions des visites, privation des activités, interdiction du sport sont-elles des mesures recommandées sur une hospitalisation de longue durée? Connecté, c'est écrit, ouais. Voilà, je me rapproche, excusez-moi. Alors, du coup, j'ai entendu une partie de la question. Donc, c'était par rapport aux restrictions de visite. Alors, chez les adolescents, c'est pas recommandé. Donc, on n'a pas de raison de penser que ça puisse aider. Donc, en règle générale, on peut peut-être l'indiquer dans le contrat de poids. C'est-à-dire, c'est aussi un élément de motivation de pouvoir retourner chez soi, en fait, de voir ses parents. Mais voilà, une privation stricte, en fait, du contact avec les parents n'est pas recommandée. Après, il y avait une question, je crois, sur l'hyperactivité physique, parce que je retrouve pas la question dans le fil. La limitation. Alors, l'hyperactivité, ça dépend après la personne à quel point elle a une hyperactivité. L'objectif, c'est une renutrition. Donc, c'est-à-dire que si l'hyperactivité, elle gêne pas tant la nutrition, en fait, on va pas forcément mettre le paquet dessus. Par contre, si on voit effectivement que c'est très important, que ça perturbe beaucoup la personne et que c'est très envahissant, effectivement, on va peut-être essayer de limiter. On va pas chercher forcément à interdire tout mouvement parce que, surtout en hospitalisation, on sait que les patients vont trouver toujours un moyen de pouvoir bouger. Donc, ça peut être de l'hyperactivité accompagnée, des sorties, par exemple, des balades de quelques minutes, par exemple, accompagnées d'un professionnel quand c'est en milieu hospitalier. Voilà, je pense que j'ai répondu à toute la question. Hop, j'essaie de voir. Voilà, oui, je pense que j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au-dessus, du coup. Il y a des diététiciennes. Ah, c'est pour Adeline. C'est pour Adeline, non, je sais, non. Sur une prescription médicale, effectivement. Alors, question pour la diététicienne. Quelles sont vos pratiques pour l'utilisation des CNO dans le cadre d'une anorexie mentale? Type, quantité par jour. Donc, alors là-dessus, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Ça va dépendre de la renutrition, des facilités ou non qu'il va y avoir Péros. Donc, ça peut être en soutien de l'alimentation. Alors, soit elles n'arrivent pas à avoir des apports suffisants par la bouche, donc ça va venir compléter. Soit on peut arriver des fois sur des paliers où on va avoir, malgré une alimentation assez satisfaisante, on va avoir du mal à passer outre et avoir la continuité sur la prise de poids. Donc là, à ce moment-là, on peut compléter par des compléments nutritionnels pour justement un petit peu booster cette prise de poids sur ce moment précis. Au niveau du type, je pense pas qu'il y ait de règle absolue. Ça va être surtout ce qu'accepte la patiente. On utilise un petit peu de tout ici, que ce soit des biscuits enrichis type Nutracake, des crèmes, des boissons lactées, des boissons type jus.
On utilise un petit peu de tout. Pareil pour la quantité, ça va être aussi suivant l'acceptation des patients. Donc voilà, c'est assez aléatoire. Je sais pas si vous voulez compléter. Pour ça, j'ai dû compléter un petit peu les dire. Donc oui, non, l'objectif, c'est surtout qu'il puisse y avoir une prise. Donc, quelle que soit la... Attendez, je vais retirer mon masque parce que c'est pas agréable. Donc déjà, si le patient, la patiente accepte un type de complément, on est déjà content. Alors bien sûr, on préférait toujours les plus caloriques, les plus protéinés. Vous doutez bien que c'est pas le plus simple, puisque les étiquettes sont facilement lisibles, donc on sait le nombre de calories qu'il y a dedans. Et puis le plus important, c'est vraiment que les patients fassent pas de troc avec ça. C'est je prends le complément, mais finalement je vais moins manger sur les repas, donc on n'a rien gagné. C'est toujours, moi ce que je leur explique, c'est du en plus, quelle que soit la prise en charge, que ce soit sur l'alimentation ou sur les compléments, on est sur du en plus et on ne fait pas de l'échange. Juste en ville, on ne sait jamais. Il peut toujours y avoir des patients qui, alors soit le déclic, soit le fait de vouloir bien faire pour pas être hospitalisé, vous leur prescrivez des compléments. Attention à une prise massive, parce que il peut y avoir des apports énergétiques et surtout glucidiques extrêmement importants chez des personnes très dénutries avec un risque de syndrome de renutrition où là on déséquilibre finalement l'équilibre précaire qui s'était mis en place au niveau corporel. Principalement au niveau hydroélectrolytique. Donc finalement, déjà, sur une prescription d'un complément, ça reste raisonnable en ville si les patients le prennent en plus, puisque ce sera surtout la compliance à évaluer par la suite. Voilà. Question, Claire. Je vais vous dire. Alors, par rapport à la dysmorphophobie, quand la patiente monte sur la balance et dit qu'elle a grossi ou qu'elle est trop grosse, que répondez-vous? Ouais. Les balances. Oui, bon, le docteur Lorbrignon va essayer de répondre à cette question par rapport à la peur, au fond, de prendre du poids. Je vais relire la question. Non, pardon, je vais éternuer. Donc effectivement, quand la patiente dit qu'elle a grossi, alors c'est une question qui est compliquée parce qu'effectivement on peut pas le nier, qu'ils prennent du poids. Moi, j'essaye toujours de recentrer en fait sur leur objectif et ce vers quoi elles veulent aller, vers leurs valeurs en fait, leurs objectifs, ce qui est important pour elles dans la vie, et j'essaye de pondérer ça avec l'importance du poids en fait. Pour essayer de défocaliser un peu cette idée du poids, de voir que pour les aider justement à voir qu'il n'y a pas que le poids non plus dans la vie et que si elles veulent faire toutes ces choses qui leur font envie, reprendre les cours, reprendre le sport, tout ça, il y a un moment, il va bien falloir y passer, quand bien même c'est désagréable. Je ne minimise jamais le fait que c'est désagréable, je le dis, je dis bah oui, oui, effectivement. Personne aime prendre du poids, mis à part ceux qui font de la prise de masse. Ça fait plaisir à personne de voir plus 1, 2, 3 kilos sur la balance. Après, j'essaye de remettre dans le contexte. Je dis effectivement, là vous êtes en soins. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Vous m'avez dit que vous voulez aller mieux. Effectivement, pour aller mieux, ça passe par la prise en charge psychologique, mais ça passe surtout par la renutrition. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de remettre en perspective. Et petit à petit, à force de répéter, ça rentre. Voilà. Ma réponse. Oui, donc je vais compléter les propos de ma collègue Laure, auxquels j'adhère totalement, bien entendu. Alors, ce que j'aurais un petit peu rajouté, c'est que il y a deux axes un petit peu de réponse à cette question. Eh bien, le premier axe, ça va être peut-être qu'est-ce qui vous fait peur dans la prise de poids pour faire émerger les pensées dysfonctionnelles qui vont être, ça a été dit tout à l'heure, ça ne s'arrêtera jamais. Ou ça y est, je suis grosse. Et ça, effectivement, on va essayer de trouver quelque chose qui est plus pragmatique, plus réaliste en termes de pensée, de vision des choses. Ça, c'est la première approche, la plus simple quasiment, même si elle reste compliquée.
C'est voilà, qu'est-ce qui se passe, expliquer la prise de poids. Alors, effectivement, l'idée de jamais s'arrêter, elle est très présente. Pourquoi elle est très présente? Parce que parfois, il y a des prises de poids très rapides au moment de la nutrition, parce qu'il y a des œdèmes, parce qu'il y a des choses comme ça. Donc, ça leur fait croire ça. Et puis, il y a eu parfois dans le passé, du passage, comme a dit Pierre Jésus tout à l'heure, de la restriction aux boulimies et des prises de poids qui ont été non contrôlées. Donc, tout ça, c'est aller travailler sur les pensées alternatives et une vision différente des choses. Et puis, il y a une deuxième chose, je vais reprendre un petit peu ce que disait Laure tout à l'heure, elle s'est inspirée un peu du motivationnel, un peu d'actes, qui sont deux types d'approches, qui vont être, il faut accepter d'avoir peur, quelque part, pour pouvoir avancer. Et que ce qui maintient les troubles, souvent, c'est justement cette peur de prendre du poids. Et on veut éviter cette peur, on veut la chasser, on veut lutter contre elle, et c'est au détriment de tout le reste. Du coup, c'est apprendre un petit peu aux gens, et ça, c'est ce qui a été dit, qu'il faut de l'inconfort, qu'il ne faut pas forcément éviter cet inconfort que cette pensée déclenche, en termes de sensations, d'angoisse, par rapport à tout ça. Et du coup, c'est aussi apprendre à accepter de ne plus éviter cette peur, de ne plus la chasser, pour pouvoir s'ouvrir à autre chose, c'est ce qui a été un petit peu dit. Et après, il y a d'autres techniques psychothérapiques qui existent. Je parlerai de la pleine conscience, je parlerai de tout ça, qui permettent aussi de détecter des schémas sous-jacents. Mais là, c'est peut-être une autre histoire. Des schémas de perfection ou d'abandon, souvent, qui font que on va avoir à un moment donné une insatisfaction qui va déclencher le trouble alimentaire d'une certaine façon. Alors, on n'a pas trop parlé des troubles cognitifs, mais avec la nutrition, Pierre en a parlé, il l'avait mis, je crois, ou Laure, je ne sais plus, c'était en dessous de 16, il y a beaucoup de troubles cognitifs. Il faut savoir que ces troubles cognitifs vont rendre la prise en charge difficile. Et il faut bien dire, on l'a peut-être pas assez dit, la première partie, elle est avant tout nutritionnelle. Et les autres méthodes ne sont pas miracles d'abord. Et puis deuxièmement, vont s'en rajouter plus tard, avec toutes les psychothérapies possibles, mais certaines ont été plus validées que d'autres. Donc je crois que par rapport à tout ça. Alors je vous invite aussi à aller chercher peut-être des ouvrages que moi je remets parfois à des patientes, comment sortir de la boulimie, comment sortir de l'anorexie, comment aider votre fille à sortir de l'anorexie, qui existent, qui ont été écrits par le professeur Simon, Yves, et qui parfois sont simples et donnent une certaine information. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques renseignements supplémentaires. Alors je redis, n'oubliez pas de nous écrire sur le mail des questions qui restent, des titres que vous souhaitez, des biblios. Nous, alors on est vraiment Big Brother, on aimerait connaître tous les gens qui ont été présents jusque-là pour savoir d'abord votre profession, ça va nous intéresser pour la prochaine fois en tout cas, pour qu'on cible un peu mieux nos interventions. En tout cas, merci pour l'instant. Je reviens sur le chat. Ah. Bonjour. Comment aborder le diagnostic d'anorexie ou de boulimie avec le patient sans pour autant le bloquer? Comment faut-il faire pour qu'il accepte un accompagnement et une prise en charge? Pierre? Allez, je vous laisse la parole. Alors c'est une vision, c'est la vision du côté somatique. Je pense que déjà c'est d'aborder avec le patient les différents critères qui posent le diagnostic, puisqu'il y a des critères, que ce soit pour l'anorexie mentale, donc les critères du DSM, pour la boulimie. Donc déjà quand on le verbalise avec les patients, la perte de poids de tant de pourcents, avec la dysmorphophobie, le déni au départ du trouble, sur lequel il va falloir vraiment travailler, puisque c'est lui qui va bloquer fortement. La peur intense, avec corpulence basse, qui a toujours eu cette corpulence basse, qui dans la famille ça a toujours été le cas et ça dure depuis l'enfance. Ça peut être une erreur constitutionnelle, mais voilà, il n'y a pas tous ces signes diagnostiques. Donc c'est déjà l'aborder avec le patient et son entourage
s'ils l'acceptent. Alors, bien sûr, en pédiatrie, ça sera le cas de façon systématique, mais pour les adultes aussi, hein, de l'aborder avec l'entourage qui des fois accompagne le patient et pour que tout le monde entende bien sûr la même chose. Donc, je pense que c'est déjà dire hein, vraiment les signes qui permettent de poser le diagnostic, même si la personne après bien sûr a le déni qui vient bloquer, bah, il faudra travailler sur ça et petit à petit ça le chemin se fera et le déni disparaîtra. C'est pas parce que le déni disparaît que finalement le trouble est plus simple à prendre en charge, mais déjà c'est un premier pas. Voilà pour moi mon approche. Hein. Je sais pas si du côté psy. Je peux rajouter un petit mot, Yes. si vous voulez. Bon, par expérience, effectivement, c'est pas toujours quand même un diagnostic qui bloque le plus. C'est beaucoup plus difficile d'aborder quelqu'un qui a des troubles mentaux et de l'étiqueter entre guillemets schizophrène ou trouble bipolaire, qui est quand même quelque chose de plus. L'anorexie, souvent les gens, même s'il y a un déni, de la maigreur, il y a quand même une reconnaissance des troubles. Et quant à la boulimie, c'est quand même beaucoup plus facile parce que les vomissements, les cris sont une grande source de souffrance. La personne le sait en général qu'elle souffre de troubles boulimiques. Et quand on parle de motivation, il est évident que, quelque part, c'est plus facile d'aborder, en termes de motivation, quelqu'un qui souffre de troubles boulimiques, parce qu'il demande effectivement l'arrêt des crises. Il y a une très grande souffrance par rapport à ça. Au moins, il y a une demande que dans l'anorexie. On est souvent dans un stade que les addictologues appellent la précontemplation. On leur dit ça va pas, et ils vous répondent en face, moi, je trouve pas que ça va pas. Au contraire, je me trouve trop grosse et on a un discours qui est effectivement un petit peu aux deux antipodes. Voilà. Donc, si je peux vous aider par cette réponse, voilà. Donc, je vais continuer les questions. Lorsqu'on a une nutrition entérale en complément d'une alimentation orale pour un patient, quel volume et débit mettre en place pour éviter de couper la faim au patient? Est-il mieux de la mettre la nuit? Alors, il y a pas de règle, hein, finalement, ça dépend des besoins de la personne. Là, c'est vraiment, on est sur la prise en charge spécialisée. La nutrition entérale, donc sur sonde nasogastrique, hein, dans les troubles du comportement alimentaire, du conduite alimentaire, on est sur de la nutrition entérale sur sonde nasogastrique. On ne met pas en place des sondes pérennes de gastrostomie ou autre, hein, à travers la peau, puisque là, en termes d'image corporelle, c'est bien sûr absolument pas l'idéal. Alors, en termes chez les patientes hospitalisées, bah, ça dépend l'état. Hein. Chez des très grands dénutris, comme on a pu avoir il n'y a pas bien longtemps avec un IMC proche de 8, on était en passage continu avec des doses extrêmement faibles. Euh, Après, on bascule plutôt la nuit pour on va dire le confort sur la journée, ne pas être branché la journée pour faire les activités. Et puis après, bah, finalement, l'objectif, alors couper la faim, c'est assez complexe puisque dans la maladie, il y a une certaine proportion des patients et des patientes qui ne ressentent pas réellement la faim, ce qui n'est pas le cas de toutes et de tous, hein, puisqu'il y a une lutte contre cette sensation. Donc finalement, la sensation, elle peut déjà d'absence de faim être déjà présente et c'est pas l'alimentation qui aura un impact par à ce niveau-là. Donc finalement, si les patients mangent tels apports, d'où l'objectif d'un travail vraiment étroit avec nos collègues diététiciens qui évaluent plus précisément les apports que nous, bah, l'objectif c'est de pouvoir compléter et tout simplement, hein, si en complétant on a une évolution pondérale bah, qui est satisfaisante et adaptée, c'est que la cible est bonne. Mais on a plutôt tendance à le mettre en nocturne avec une pompe régulatrice de débit. Et c'est plutôt en hospitalisation, il y a assez peu de patients au domicile qui l'ont, puisque au domicile, il y a la possibilité de contrôle finalement et de brancher, débrancher son alimentation, de faire croire qu'elle est passée ou pas. C'est plus compliqué en termes de gestion au domicile, c'est plutôt une thérapeutique mise en place en hospitalisation. Alors oui, au niveau débit, bah, ça dépend du volume hein, finalement. Hein. Si on va passer, voilà, les 500 millilitres, ils peuvent être passés sur
sur 12 heures la nuit, comme 1 litre peut être passé sur 12 heures la nuit. Donc finalement, en termes de débit, si c'est passé sur la nuit, des volumes de 1 litre, 1 litre 250, 1 litre 500, c'est tout à fait bien toléré. Mais si on est sur des volumes d'1 litre 250 ou 1 litre 500, là, on a en général assez peu d'alimentation péros associée. Alors, c'est ça, je regarde. Euh, Traitement ostro-progestatif. Alors, le traitement ostro-progestatif, je vais compléter pour prévenir l'ostéoporose. Le seul et unique traitement efficace, c'est la reprise pondérale et les retours des cycles. Voilà. Il n'y a aucun traitement qui a permis de montrer une efficacité. Calcium, vitamine D, ça peut ralentir l'évolution, mais voilà, ça permettra pas d'améliorer le statut osseux. Les traitements ostéoprogestatifs, pareil, pas de bénéfice. On essaye d'oublier les traitements par biphosphonate, puisque là il y a du risque quand même associé à ces traitements, et c'est pas le traitement. On n'est pas dans une, on va dire, ostéoporose liée à d'autres problématiques. Là, c'est vraiment le statut nutritionnel, l'arrêt des cycles, l'impact au niveau osseux. Donc, c'est vraiment le justifier auprès des patients, de leur dire que c'est la renutrition qui va permettre d'améliorer leur statut osseux. Voilà, donc ça, c'était une autre question sur le traitement ostéoporotique. Passage balance, est-il systématique dans vos consultations? Alors, je vais faire de mon côté, puis après, je laisserai la place à mes collègues. En consultation de nutrition, on va dire le poids reste quand même mon outil de travail. Donc, c'est difficile, on va dire, d'avoir l'évolution de quelqu'un, même si, bien sûr, le poids n'est pas le seul critère. Mais ça permet quand même de justifier auprès des patients, sachant que le poids peut être biaisé. On peut s'arrêter dans les toilettes avant la consultation et puis boire 2 litres d'eau et finalement peser 2 kilos de plus sur la balance. Mais de notre côté, ça reste quand même un critère que l'on a systématiquement en consultation, qui est dans la majorité des cas accepté par les patients et les patientes. Il y a quelques patients qui le refusent. Après, c'est de la négociation par rapport à ça. Si c'est plus une souffrance qu'autre chose, on va bien sûr pas le faire. Mais c'est ce qui nous permet quand même, de notre côté, d'un point de vue somatique, de pouvoir objectiver aux patients leur évolution, quelle qu'elle soit. Voilà. Laisse, du côté. Alors moi, pour ma part, quand c'est des patients qui ont plus une problématique anorexique avec une dénutrition, moi je pèse systématiquement. Oui, donc, je pèse systématiquement. Pour rejoindre ce que disait Pierre Jésus, moi c'est ce que je leur explique. Moi j'ai besoin de ça pour voir aussi si l'état se maintient à l'extérieur, parce que des fois c'est très précaire et je leur souligne toujours que c'est pas pour les fliquer, c'est vraiment que moi c'est un outil de travail. Donc ça c'est avec les profils anorexiques qui ont un état de dénutrition. Après pour les boulimiques à poids normal. C'est vrai que j'ai tendance à moins peser et à plus, je me repose beaucoup sur le suivi de mes collègues nutritionnistes. Tout simplement parce que des fois il y a des grosses variations de poids et c'est tellement douloureux que je me dis autant ne pas en rajouter. Surtout que on n'est pas à des IMC où on est à 1 ou 2 kilos près avant l'hospi, quoi. Donc là je suis beaucoup plus souple là-dessus. Donc ça c'est ma réponse. Je sais pas si... Oui, on n'est pas. Donc moi, ce que je propose aussi, c'est quand je vois que ça bloque, je leur dis, écoutez, vous n'êtes pas obligé de connaître le poids, vous pouvez monter à reculons, regarder le plafond. Moi, je le garde juste pour moi, pour mes tablettes. C'est ce que je leur dis. Voilà. Je le fais défiler. L'adresse mail. Je remets l'adresse mail peut-être. Oui. Donc, Journée mondiale, TCA 861. je remets l'adresse mail. Journée mondiale
TCA, 71. voilà, c'est mon prochain effet. Hop, donc l'adresse. Au déni, avez-vous une stratégie pour aborder ce point, surtout pour les adolescentes? Euh, moi, en fait, je me sers tout simplement des critères diagnostiques et voilà. Après, je leur montre les critères diagnostiques, donc la dénutrition, la perte de poids, je fais le parallèle avec leur situation. Après, s'ils sont toujours dans le déni, en général, je bascule vraiment sur le plan motivationnel et j'essaye de faire un peu des échos, des reflets. Je leur dis, ah oui, mais tout va bien, donc tout va vraiment bien. Et dans votre vie, vraiment, tout va bien. Donc, ah bon, ben d'accord, mais qu'est-ce que vous faites là? Et puis, souvent, ils commencent à se dire, bah non, bah tout va pas bien. Ou alors, bah, c'est mes parents qui m'ont ramené, ou c'est ma famille qui m'a poussé. Et puis, on va creuser un peu de ce côté-là. Et puis pareil, petit à petit, de fil en aiguille, ils arrivent à se contredire. Avoir des discours, un discours un peu paradoxal. Alors, ce que je leur souligne, je dis, ah bah oui, bah effectivement, tout va bien, mais en même temps, vous pouvez plus manger avec vos parents, vous pouvez plus manger avec vos amis, vous osez plus manger avec vos collègues de fac. Les repas deviennent un enfer avec vos parents. Enfin, et on essaye, quand ils ont un déni vraiment de la maladie, moi j'essaye vraiment d'explorer un peu les répercussions autour et de leur faire dire qu'effectivement tout ne va pas bien, puis pour petit à petit ramener à la problématique du TCA, quoi. Voilà. La personne la verbalise elle-même. Oui, oui. Dans l'idéal, c'est d'arriver à ce que la personne verbalise elle-même qu'effectivement il y a un problème à ce moment-là. C'est l'idéal. Alors, revenir sur la question des débuts pour les psychotropes. Oui, alors je pense qu'on a été coupé à ce moment-là et peut-être c'était pas très clair. Donc, le principe de base dans l'anorexie, c'est qu'il n'y a pas de psychotrope qui a l'AMM dans l'anorexie, ça c'est sûr. Par contre, si le patient présente une dépression ou un trouble anxieux, à ce moment-là, on va pouvoir se permettre de prescrire des psychotropes adaptés. En étant vigilant, effectivement, s'il y a une grosse dénutrition, mais à ce moment-là, il paraît peut-être plus adapté de demander un avis vraiment spécialisé, ne serait-ce que par téléphone. Donc, si dépression chez patiente anorexique, pas trop dénutrie, trouble anxieux, oui, antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques. Ça, pareil, les traitements d'appoint, on peut en mettre sans trop de crainte, tout ce qui est anxiolytique et hypnotique. En général, mis à part les risques d'addiction et le fait qu'il faut en général mettre des plus petites doses parce que le poids est faible, il n'y a pas de risque, trop important de troubles du rythme, excepté effectivement les antihistaminiques qui sont fortement déconseillés. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Est-ce que c'est suffisant pour vous ou est-ce que vous voulez d'autres précisions? C'est compliqué les psychotropes chez les TCA. Je peux rajouter? Oui, allez-y. Ouais. Par rapport aux psychotropes, moi j'aurais une vision un petit peu qu'il y a dans les troubles anxio-dépressifs deux grandes formes de troubles. Il y a les troubles qui sont secondaires au TCA et à la dénutrition, et ceux-là, effectivement, ils partiront essentiellement grâce à la renutrition. C'est le principe de base. Et puis il y a des troubles qui, on peut être à la fois TCA et déprimé, ce n'est pas une conséquence, et cela, il mériterait, et c'est ce qu'a dit Laure Vignon tout à l'heure, un traitement. Après, c'est pas toujours évident, parce que quand on reçoit une personne pour la première fois, il y a à la fois des troubles anxio-dépressifs, mais bon, et puis il y a aussi de la dénutrition. Il va falloir être extrêmement prudent, comme elle disait. Dans un premier temps, on va peut-être privilégier la renutrition, en espérant que ça s'améliore quand même quelque part, et utiliser, comme a dit Laure tout à l'heure, vraiment à toute petite dose certains produits très symptomatiques, le temps que la renutrition se mette en route. Et si on s'aperçoit que cet état dépressif ou anxieux résiste à la renutrition, ben effectivement, on a une pathologie
qui est différent, qui n'est pas secondaire à la dénutrition. Et là, il faudra effectivement traiter. J'espère que j'ai été à peu près clair par rapport à ça. Est-ce que Pierre est par là? Parce qu'il va avoir une autre question. L'impédance mètre. De l'utilité de l'impédance mètre en consultation TCA. Alors, donc l'impédancemétrie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode de composition corporelle. Alors, il y a différents appareils qui existent, sachant que une bonne partie des appareils qui peuvent exister dans le commerce, style des balances impédance métrique avec juste des contacteurs sur les pieds, ça ne sert strictement à rien. C'est du gadget commercial, puisque ça va vous mesurer la composition corporelle en plus de mauvaise qualité, mais que des membres inférieurs. La méthode de référence, c'est en position allongée avec des appareils spécifiques. Donc, il y a une méthodologie bien précise à ce niveau-là. Alors, l'utilité, on n'a pas besoin de l'impédancemétrie pour savoir qu'un patient extrêmement dénutri, cachectique, sarcopénique, ce que l'on veut dans la dénutrition, avec un IMC à 12, par exemple. Ça peut être alors intéressant, oui et non, des fois pour expliquer aux patients, parce que des fois, sur la reprise pondérale, jusqu'à 15 d'IMC, on est sur la reprise pondérale principalement sur de la réhydratation intracellulaire, donc pour leur objectiver que c'est de la réhydratation intracellulaire. Par contre, c'est à double tranchant, bien sûr. S'ils demandent les résultats et que l'impédancemétrie retrouve qu'on a plutôt une prise de masse grasse, il va falloir bien sûr l'expliquer aux patients et ça peut être, on va dire, compliqué à expliquer. Et en termes de valorisation, bien sûr, si quelqu'un met en place quelque chose et qu'il n'a pris que de la masse grasse, vous doutez bien que derrière, il y aura une réaction. Nous, on le fait de façon systématique. Les résultats, je les apporte pas systématiquement avec les patients. Ça peut avoir un intérêt aussi, comme je vous disais, chez quelqu'un qui va prendre de l'eau avant la consultation. On le verra sur l'impédancemétrie, puisque c'est une méthode de mesure d'eau. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, il faut des appareillages qui sont assez spécifiques et pas des balances impédance métrique qui seront que des gadgets. On n'a pas besoin clairement de l'impédance métrie pour la prise en charge de TCA. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. Voilà, si le docteur Sazra veut conclure, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. Alors, il y a quelqu'un qui a eu des problèmes de connexion, voilà. Alors les mails et topos, on pourra vous envoyer le topo. Bien sûr, il n'y a pas de problème, je pense, dans tous les cas. Et puis la session a été enregistrée, donc on pourra vous aussi rediffuser le lien par rapport à cela. En tout cas, merci de votre intérêt pour la prise en charge de ces troubles qui, comme l'ont dit tous mes collègues, sont des problèmes de santé publique qui ont tendance à passer un petit peu à l'as, finalement, sur de l'anorexie mentale avec de la dénutrition sévère. On y fait attention. La boulimie, c'est beaucoup plus compliqué si les personnes ne le verbalisent pas. Et dans l'obésité, c'est vraiment important de le dépister aussi, que ce soit d'hyperphagie boulimique, de l'hyperphagie nocturne, puisque finalement, le patient ne le verbalisera pas tout seul, puisqu'il y a une honte face à ce trouble. Donc, pensez-y aussi dans l'obésité. Voilà, merci beaucoup. Allez-y. Bon, alors d'abord, bravo à tout le monde. Bravo aux auditeurs, bravo aux conférenciers, que nous étions tous. Et puis, je remercie particulièrement notre secrétariat qui est resté, qui a bien organisé cela, en lien avec le service informatique du centre hospitalier Esquirol. Et vous avez vu, effectivement, que nous avons, non seulement on a dit ce qu'il fallait faire, mais on essaie de le faire parce qu'on est multidisciplinaire. Voilà. Et puis, il y a sur Limoges, une très bonne coopération entre le CHU du Puy-de-Train, le service de nutrition du CHU, et puis nous. Laure, vous voulez rajouter? Que je regarde la caméra? Oui, bon. De toute façon, si j'ai le masque, je suis en train de préparer un hold-up. Allez. Alors, bonne soirée à tout le monde.